Alors que le monde est concentré sur la guerre en Iran que les États-Unis et Israël ont déclenchée il y a un mois, un autre crime contre l'humanité est largement ignoré. Les États-Unis affament également Cuba à mort avec un blocus maritime d'un autre âge. En général, les nombreux crimes commis dans les Caraïbes sont très peu rapportés. Nous voulons changer cela aujourd'hui, et c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir le Dr. Richard Byron Cox, un auteur originaire des Caraïbes, titulaire d'un doctorat en droit international public. Dr. Byron Cox, bienvenue. Bienvenue. Dr. Byron Cox, welcome. Good, Professor. Bien. Professeur Pascal Lotaz, c'est un honneur et un plaisir d'être ici. Merci infiniment de m'avoir invité. Mais plus important encore, merci d'avoir donné aux Caraïbes la possibilité de partager aussi notre version de l'histoire. C'est vraiment important pour nous. C'est vrai. Et tu sais, je n'aurais pas eu l'idée si tu m'avais pas envoyé un email pour me le signaler. Et tu as tout à fait raison. On ne devrait pas ignorer les Caraïbes. Nous avons justement eu récemment une situation là-bas avec le Venezuela. Mais en ce moment, c'est avec Cuba que ça se passe. Peut-on peut-être commencer par ça? Je veux dire, comment se développe politiquement l'ensemble des Caraïbes en ce moment? Et quel est l'impact de la nouvelle version, un peu folle, de la coercition des États-Unis? Oui. Eh bien, comme vous le savez, en tant qu'étudiant en histoire, après la guerre de 1812 entre les États-Unis et leurs anciens maîtres, pour ainsi dire l'Angleterre, 11 ans plus tard, il y eut ce qu'on appela la doctrine Monroe, formulée par James Monroe, alors président des États-Unis. Et c'était en quelque sorte l'idée que voilà, ceci est le continent américain et que les Européens devaient désormais se calmer. Le colonialisme, c'est fini. Cependant, cela ne s'appliquait pas aux Caraïbes anglophones, d'accord? Nous avons conservé, jusqu'à une époque assez récente, notre relation coloniale. En revanche, en ce qui concerne Cuba, comme vous le savez, l'indépendance de Cuba est survenue après ce qu'on a appelé la guerre hispano-américaine. Et vous êtes au courant de cela. Cependant, après que Cuba a obtenu son indépendance au début du XXe siècle, le pays est en réalité devenu, à bien des égards, une colonie des États-Unis. Tout appartenait aux Américains et était dirigé par eux, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un certain Fidel Castro fasse son apparition. Le 1er janvier 1959, Fidel mena une révolution. Ce fut la première révolution socialiste, en termes généraux, une révolution militaire, dans notre Caraïbe. Et bien sûr, les Américains n'ont jamais apprécié cela. Fidel ne voulait que le meilleur pour son peuple, pour cette île, et il entreprit de transformer le système économique. Pratiquement tout à Cuba, à cette époque, appartenait aux Américains. Et donc, les Américains n'ont pas aimé ça. Vous en avez peut-être entendu parler, je suis sûr que vous savez, de ce qu'on a appelé l'invasion de la baie des Cochons au début des années 60. Ils ont décidé de renverser Fidel, mais Fidel les a humiliés, et ça, ce n'était pas bon. À cette époque, comme vous le savez, John F. Kennedy était président des États-Unis d'Amérique. Un an plus tard, en 1962, il y a eu ce qu'on a appelé la crise des missiles de Cuba. Lorsqu'un homme nommé Khrouchtchev, qui était alors président de ce qui était alors l'Union soviétique, a décidé, pour protéger Cuba, d'y installer des missiles. Et cela a conduit à ce qu'on a appelé la crise des missiles de Cuba. Ce fut en fait la première fois que le monde s'est approché de ce qu'on appelle une guerre nucléaire. Comme vous le savez, en 1947, le Conseil des scientifiques atomiques a annoncé la création de ce qu'on appelle l'horloge de l'Apocalypse. Ce n'est pas une vraie horloge, c'est une horloge imaginaire qui indique à quel point nous sommes proches de minuit, vous voyez? Et chaque année, vers le 20 janvier, il la règle pour montrer à quel point nous sommes proches de minuit. C'était le plus près que nous étions arrivés de minuit jusqu'à présent.
Je pense que nous sommes assez proches de minuit maintenant. Je crois que vous seriez d'accord avec ça. Mais c'est une autre discussion. Revenons à Cuba. Les Cubains ont humilié les Américains à la baie des Cochons, vous savez. Et les Américains n'ont pas pu l'avaler. Ils n'ont pas pu l'accepter. Alors, que s'est-il passé? Ils ont mis en place ce qu'on appelait un blocus économique de Cuba. Et ce blocus continue encore aujourd'hui. En gros, l'idée était de d'affamer Cuba pour la forcer à se soumettre. Oui, mais ça s'est aggravé récemment, non? Je veux dire, d'un côté, il y avait le blocus, mais maintenant, il inclut encore plus de choses et il est appliqué beaucoup plus strictement qu'avant. Oui. Eh bien, deux choses se sont produites là-bas qui ont sauvé Cuba. D'abord, il y avait l'Union soviétique à l'époque, comme vous le savez, et l'Union soviétique avait établi un commerce solide avec Cuba et les autres pays socialistes. En fait, on pouvait dire qu'il y avait deux Europes, l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Même l'Allemagne était divisée par le mur de Berlin en 1960, comme vous le savez. Ainsi, la survie de Cuba était plus ou moins garantie. Puis l'Union soviétique s'est effondrée à la fin des années 1980 et Cuba a dû faire face à de graves difficultés économiques. Mais ils ont survécu. Ils se sont battus et ils ont survécu. Maintenant, voici ce qui s'est passé. Le nouveau gouvernement des États-Unis, arrivé au pouvoir il y a environ un an, a décidé que nous allons les affamer. Donc, tout est fait, tu vois, pour s'assurer, sans utiliser d'armes, sans utiliser de balles, pour le moment, d'accord, que ces gens meurent de faim. Maintenant, ce que tu vois ici, je ne sais pas si tu en es conscient, c'est que plus de 60%, environ 60%, de l'énergie de Cuba provient de l'étranger. Le pays ne produit qu'environ 40% de sa propre énergie. Le reste vient de l'extérieur. Et les Américains ont décidé que, eh bien, vous n'aurez plus d'énergie. Soyons pratiques et réalistes dans notre discussion. Des systèmes d'eau qui nécessitent de l'énergie pour pomper l'eau à travers le pays, à la production de pain dans une boulangerie qui a besoin d'énergie, d'accord? Ce que vous voyez ici, concrètement, c'est une tentative d'affamer un peuple pour le soumettre. Maintenant, comprenons deux choses fondamentales. Premièrement, chaque pays a le droit d'avoir le système politique qu'il juge approprié. C'est la première chose. Mais deuxièmement, même si vous êtes en désaccord avec leur système politique, même si vous détestez leurs dirigeants, cela vous donne-t-il le droit de laisser mourir de faim des enfants innocents? Je veux dire, tu sais, comme moi je le sais, on ne peut pas faire fonctionner un hôpital sans énergie. On ne peut pas faire fonctionner un hôpital sans eau, qui doit être pompée quelque part. On ne peut pas faire fonctionner une école sans eau. C'est une crise humanitaire. Les gens pensent que cela ne concerne que l'Iran. Et je ne veux manquer de respect à personne en Iran. J'aime le peuple iranien, comme j'aime tous les peuples. Et ils ont le droit de se battre pour leur existence. Mais la crise existentielle ne se limite pas à l'Iran. Elle touche aussi Cuba, et elle est bien réelle, tu sais. Et Cuba fait partie de notre Caraïbe. Petite interruption rapide, parce que j'ai récemment été banni de YouTube. Et même si je suis de retour, cela pourrait se reproduire à tout moment. Alors s'il vous plaît, pensez à vous abonner non seulement ici, mais aussi à ma liste de diffusion sur Substack. C'est pacalotas.substack.com. Le lien sera dans la description ci-dessous. Et maintenant, retour à la vidéo. Excusez-moi, y êtes-vous déjà allé? Savez-vous quelle est la situation sur le terrain en ce moment? Ou êtes-vous en contact avec des gens là-bas? Parce que vous êtes sur une autre île. Est-il donc encore possible de réellement parler avec des personnes à Cuba et de maintenir ces liens? Oui, j'ai effectivement quelques contacts. J'ai des amis personnels là-bas et je leur écris, nous échangeons.
Même plus tôt aujourd'hui, j'ai eu des échanges et ils m'ont expliqué concrètement que la situation est catastrophique. Vous comprenez? C'est une situation grave, à tel point que, croyez-le ou non, je suis tellement bouleversé que je m'excuse si mon visage laisse paraître une certaine émotion, car on n'est pas censé être trop émotif à propos de ces choses-là. Mais des personnes qui avaient besoin de respirateurs pour survivre, et ainsi de suite, sont mortes. Voilà ce qui s'est passé. Dans certains cas, ils utilisent des téléphones portables, la lumière des téléphones portables, pour effectuer des opérations d'urgence qui doivent être faites parce que ce sont des urgences et qu'il n'y a pas d'autre source de lumière. Vous comprenez? Voilà où nous en sommes. C'est une crise humanitaire. C'est un mal infligé à des enfants innocents, vous comprenez, à une échelle jamais imaginée auparavant. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas allé à Cuba récemment, parce qu'en réalité, j'essaie d'obtenir un vol pour y descendre afin de pouvoir apporter des choses moi-même. C'est à quel point je suis proche de certaines personnes. Je n'ai pas encore pu le faire, mais j'essaie toujours. Même si mes amis me racontent ce qui se passe, j'aimerais aller le voir de mes propres yeux. La réalité à laquelle nous faisons face à Cuba, c'est que tout, de l'éducation à la santé, jusqu'aux besoins essentiels comme la nourriture, est touché dans le pays aujourd'hui. Ce que nous voyons, c'est une crise humanitaire que le monde semble bien trop disposé à ignorer. Vous savez, Cuba est victime de ce type d'étranglement économique depuis plus de 60 ans, et l'ensemble des Nations Unies s'accordent à dire que cela devrait cesser. Cuba ne s'est pas non plus effondré dans les années 1990. Vous savez, lorsque l'Union soviétique puis la Yougoslavie ont disparu de la scène du bloc socialiste, n'est-ce pas? Cuba et la Corée du Nord ont toutes deux montré qu'elles n'étaient pas les produits des mêmes évolutions politiques. Elles ont conservé leur stabilité, tout comme l'Iran, en ce qui concerne la structure de gouvernance. En même temps, une autre nation caribéenne qui souffre depuis plus de 300 ans, Haïti, est étranglée économiquement, et cela de manière encore plus brutale et vicieuse. Pendant ce temps, son voisin direct, la République dominicaine, a en quelque sorte accepté son sort en devenant simplement une destination de vacances pour les riches blancs du Nord. Eux, ils s'en sortent bien. Peux-tu peut-être replacer les différentes nations caribéennes dans leur contexte et les comparer entre elles afin de nous donner une idée de la façon dont ce mode de gestion néocolonial de la région fonctionne? Oui. Eh bien, comme vous le savez, les Caraïbes ont eu divers maîtres coloniaux. Nous avons eu les Néerlandais, les Britanniques, les Français et les Espagnols. C'est pourquoi il y a des îles des Caraïbes où l'on parle français, d'autres où l'on parle espagnol, et ainsi de suite. Toutes ces puissances ont apporté leur propre culture et leur propre manière de gérer leur territoire caribéen. Ce qui s'est passé, c'est ceci. En particulier, Cuba et certaines parties des Caraïbes anglophones ont eu le courage de se lever et de dire « Nous sommes un peuple indépendant, d'accord? Et même si nous sommes petits, nous ne nous laisserons pas dicter notre conduite. » Je ne sais pas si vous le saviez. Je suis né à la Barbade, juste à côté de Saint-Vincent, où je vis. Ma mère est vincencienne, tu vois. Donc j'ai vécu ici toute ma vie, en gros. Le premier ministre de la Barbade s'appelait Errol Walton Barrow. Et M. Barrow, en 1966, lorsqu'il est allé négocier l'indépendance de la Barbade, a dit « Écoutez, je veux que ce soit fait aujourd'hui, car j'ai une réunion au Canada. Et à 6 heures cet après-midi, on ne me trouvera pas en train de traîner sur le seuil du colonialisme. » Quand la Barbade est finalement devenue indépendante, voici ce qu'il a déclaré. « Nous sommes amis de tous et satellites de personne. » Tu comprends? Peux-tu répéter cela? Amis de tous et satellites de personne.
Oui, c'est ce qu'il a dit. Tu sais qui a prononcé une phrase très similaire, vraiment très similaire. Thucydide, il y a 2400 ans. Sa description de Mélo, ou la façon dont il dépeint les Méliens, était ami de tous et ennemi de personne, ou quelque chose dans ce genre. Oui, exactement. Donc est-ce une référence à lui, ou est-ce juste une coïncidence qu'il ait utilisé cette expression? Non, je pense que c'était simplement M. Barrow, qui était avocat. La pensée originale de M. Barrow, vous savez. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1959, comme je l'ai dit, le 1er janvier, Fidel a mené cette révolution, vous savez. Et c'était une déclaration disant « Regardez, la doctrine Monroe, vous comprenez, ne s'applique pas à nous. Nous sommes un peuple indépendant. Ici, c'est Cuba. Ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. » Et cela est devenu un exemple pour beaucoup. Je ne sais pas si vous le savez, mais en 1969, il y a eu une révolution au Nicaragua, menée par les sandinistes. Il y a eu une révolution dans un tout petit endroit appelé la Grenade, où mon père est né, vous comprenez, en 1969, soit 20 ans après la révolution de Fidel en 1959. Et l'Amérique a vu cela comme « Regardez, ce sont des jeunes prétentieux, et nous devons nous en occuper. » Mais Cuba est allé un peu plus loin. Je ne sais pas si le public en est conscient, mais Cuba a ensuite envoyé des soldats en Angola pour affronter les impérialistes portugais et les Sud-Africains racistes. Et ces batailles ont eu lieu. Maintenant, je veux vous dire quelque chose de très important à comprendre. Les Caraïbes anglophones, n'ont subi qu'une seule attaque terroriste. Et cela s'est passé à la Barbade, où je suis né. La plupart des gens ne le savent pas, mais la compagnie aérienne cubaine, qui s'appelait Cubana à l'époque, je crois qu'elle s'appelle toujours ainsi, non? Pour se rendre en Angola, devait faire le plein quelque part. Et donc Errol Walton Barrow, le premier ministre de la Barbade, a accepté que les avions cubains puissent faire le plein à la Barbade avant de poursuivre leur route vers l'Angola. Et la CIA, ils l'ont admis, a placé une bombe sur l'un de ces avions et elle a explosé au moment où il a quitté ce qui est aujourd'hui l'aéroport international Grantley Adams à la Barbade. Comme je l'ai dit, je suis né sur cette île. Ce que vous voyez ici, c'est un petit peuple. Comme vous le savez, puisque c'est votre domaine, dans les relations internationales, les nations doivent posséder l'une de ces 4 choses, ou une combinaison d'entre elles. La puissance militaire, la puissance économique, la puissance financière et technologique, et une population nombreuse, ou un mélange de tout cela. Prenez les États-Unis, par exemple, qui possèdent tout cela. Ils ont 330 millions d'habitants. Ils ont la technologie. It has 330 million people, it has technology, it has money. Or you take India, right? Which has... Elle a de l'argent. Ou prenez l'Inde, qui en a pas mal. Ou prenez la Chine, vous voyez ce que je veux dire. Les Caraïbes n'ont rien de tout cela. Nous n'avons aucun pouvoir économique à l'échelle mondiale. Nous n'avons aucune technologie à l'échelle mondiale. Nos populations sont très petites, et ainsi de suite. Alors que nous reste-t-il? Tout ce que nous avons, c'est notre fierté et notre dignité. Nous n'avons rien d'autre. Et parce que nous le comprenons, nous comprenons que la justice, comme l'a dit un philosophe allemand, Emmanuel Kant, et je paraphrase, si la justice disparaît, la vie humaine sur cette planète ne signifie plus rien. Man's life on this planet means nothing, you know? And we understand that... Et nous comprenons que pour que notre indépendance soit protégée, nous devons agir dans le cadre du droit international. C'est pourquoi je suis devenu avocat, et plus précisément, j'ai étudié le droit international. Car l'indépendance des Caraïbes ne peut être garantie sans cela. Mais il y a autre chose. Nous avons toujours été guidés, non seulement par le droit international, mais aussi par la morale internationale. Vous comprenez? Le sens du bien et du mal, et donc la conviction qu'il faut agir de manière éthique. Le plus grand artiste issu des Caraïbes est un homme nommé Robert Nestor Marley. The Caribbean is a man named Robert Nestor Marley. You know him as Bob Marley.
Vous le connaissez sous le nom de Bob Marley, car Bob n'est qu'un diminutif de Robert. Il a chanté une chanson intitulée War, et c'est en réalité lui qui a mis en musique les paroles de Haïlé Sélassié. Vous savez, celui qui était empereur d'Éthiopie. À la fin de ce discours, il dit ces mots: « Nous, Africains, combattrons, et nous savons que nous vaincrons, car nous avons confiance dans la victoire du bien sur le mal. » Vous voyez? Ainsi, la compréhension caribéenne a toujours été une compréhension de la justice telle que prescrite par le droit international, mais aussi de la moralité internationale, un sens du bien et du mal. Et vous savez, le droit international est bien sûr un exercice visant à protéger les plus petits et les plus faibles contre les plus grands et les plus puissants. Et en réalité, intuitivement, nous y adhérons tous. Nous le savons tous, n'est-ce pas? Même les États-Unis, en 1945, lorsqu'ils ont dit « D'accord, créons les Nations Unies », Roosevelt et aussi son épouse Eleanor, avec les droits de l'homme, etc. Je veux dire, nous convenons tous que c'est intuitivement ainsi que nous aimerions que la société fonctionne, la société mondiale. Mais ce n'est pas ainsi qu'elle fonctionne en réalité. Et nous sommes confrontés à cette question de savoir comment concrétiser et réaliser quelque chose que je dirais 80 à 90% de la population mondiale souhaite réellement, que nous soyons justes, décents et ainsi de suite. Et puis, il y a une minorité de personnes qui essayent d'exploiter le système et qui rient au nez de la pauvreté, de la faiblesse et de la misère, n'est-ce pas? Des gens comme Pete Hegseth, des gens comme Marco Rubio, qui prennent réellement plaisir à l'étranglement et au massacre d'autrui. Mais il reste une minorité. La question est donc de savoir comment parvenir à un point où ce droit international soit aussi concrétisé de la manière dont nous voudrions qu'il le soit. Maintenant, les Caraïbes sont également intéressantes, car le mouvement de résistance, même si les îles sont petites et les populations réduites, existe depuis des centaines d'années. Et je pense en particulier à Haïti. Elle a résisté, mené la première révolte d'esclaves, chassé les Blancs, chassé ses maîtres, et en subi les conséquences depuis. Les Cubains ont chassé les colonisateurs venus du Nord, en particulier des États-Unis, et ils en souffrent depuis. Qu'est-ce donc qui suscite une telle inspiration? Et peut-être une autre question, puisque les Caraïbes comptent une grande partie de leur population issue de la traite des esclaves et venue d'Afrique. Pensez-vous qu'il existe encore, comme vous avez cité Bob Marley, qui lui-même citait Haïlé Sélassié, un lien africain? Vous sentez-vous encore lié au continent africain dans les Caraïbes? Eh bien, les Caraïbes n'existent pas sans l'Afrique, car comme vous l'avez justement dit, une grande partie de la population caribéenne est arrivée ici enchaînée, vous savez, comme esclaves. Et nous n'existons pas sans notre histoire. Il y a eu un grand dirigeant jamaïcain, vous en avez sûrement entendu parler. Il s'appelait Marcus Mosiah Garvey. Et Garvey disait que si vous ne connaissez pas votre passé, vous êtes condamné à échouer, car il faut savoir d'où l'on vient pour comprendre où l'on veut aller. Il y a un poète originaire de Saint-Vincent, personne ne le connaît vraiment. Il s'appelle Danny Williams. Il a écrit un poème intitulé « Nous sommes le cénotaphe ». Et dans ce poème, il dit ceci: « Seul l'avenir nous appartient à profaner. Le passé est la malice de nos pères. » Je le répète, le passé est la malice de nos pères, et seul l'avenir nous appartient à profaner. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Les peuples des Caraïbes comprennent que nous venons d'un passé assez malicieux, vous savez, et que beaucoup de choses nous ont été infligées. Mais l'avenir, nous seuls pouvons le déterminer. Et nous savons, je pense que vous le savez très bien, que par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, tous les Japonais qui vivaient aux États-Unis ont été rassemblés et placés dans des camps de concentration.
La même chose ne s'est pas produite pour les Allemands, parce que les Allemands étaient blancs. Les Japonais étaient asiatiques. Et devinez ce qui s'est passé? Une fois que le Japon s'est redressé économiquement, les Américains ont dû verser des réparations. Du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, même avant le XVIIe siècle, les Noirs des Amériques ont été réduits en esclavage. Nous avons été terrorisés, stigmatisés, brutalisés, asservis et soumis à un génocide. Pas un dollar n'a été versé en réparation à ce jour. Pas un seul dollar. Et justement cette semaine, un vote a eu lieu aux Nations Unies au sujet de la justice. Le pire crime de l'histoire humaine. Et, en faisant de cela le pire crime contre l'humanité, il n'y a eu que 3 États qui ont voté contre. Seulement 3. Fait intéressant. L'un d'eux était les États-Unis d'Amérique. Bien sûr, les États-Unis, Israël et l'Argentine. Très bien, vous fière nation de colonisation blanche. Mais bon, ce n'est qu'une remarque en passant. Merci. Oui, mais le point, c'est ceci. Venons-en à ce que vous m'avez vraiment demandé. Le fait est que nous n'existons pas dans le vide. Nous existons en fonction de notre histoire, de nos origines en tant que peuple. Et les peuples des Caraïbes d'aujourd'hui ont toujours été conscients de ces terribles injustices qui ont, pour ainsi dire, été infligées au peuple caribéen. Et nous ne nourrissons ni haine ni rancune, car les Caraïbes sont un mélange de peuples. Nous avons des Blancs, des Noirs, des Indiens, des Arabes, et ainsi de suite. Et nous comprenons que pour avancer ensemble, nous devons tous nous sentir à notre place ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, par conséquent, nous devons construire une nouvelle communauté. Il y avait un homme appelé Frantz Fanon. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Il venait de la Martinique, n'est-ce pas? Et il a écrit un livre intitulé « Les damnés de la terre ». C'était un médecin, un psychologue. Je pense que beaucoup de gens ont lu ce livre et comprennent une grande partie de ce qu'il dit, mais le point fondamental se trouve à la fin du livre. Il dit que, dans la décolonisation, nous devons créer un homme nouveau, un homme différent de l'homme européen. Et cet homme nouveau doit être fondé sur quoi? Que doit-il comprendre? Que la justice est essentielle, que la morale a sa place. Maintenant, vous et moi parlons des Caraïbes, et vous avez commencé cette discussion avec Cuba. Je pense que vous savez très bien, parce que je sais que vous suivez ces choses, que l'actuel président des États-Unis a dit « Je prendrai Cuba et j'en ferai ce que je veux ». C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Je n'invente pas une histoire ici. Comprenez-vous ce que cela signifie vraiment? Ce n'est pas seulement un manque de respect pour le droit international et la morale internationale. C'est un manque de respect pour la dignité même des Caraïbes, pour la dignité des peuples des Caraïbes, pas seulement de Cuba, mais des peuples des Caraïbes. Et vous l'avez tous compris ainsi, je suppose. Ce ne sont pas seulement les Cubains. C'est comme si tout le monde dans la région comprenait que cet homme n'a aucun respect. Et non, je veux dire, l'insulte qui transparaît dans ces mots est assez profonde, n'est-ce pas? Oui, et nous avons appris depuis longtemps déjà que la force ne fait pas le droit. Vous comprenez? La justice n'est pas ce que je veux ou ce qu'il veut, mais ce qui doit être, fondé sur la réalité objective. Et donc, comme je l'ai dit plus tôt, comme Kant l'a dit, si la justice périt, que se passe-t-il? Et ce que nous voyons maintenant, c'est que la justice est en train de périr. Beaucoup de gens semblent penser que parce que nous sommes petits, parce que nous sommes minuscules, nous ne comptons pas. Je suis sûr. Je sais que vous n'êtes pas médecin, vous êtes spécialiste des études sur la neutralité, mais je suis sûr que vous avez entendu parler des étriers. Les étriers sont les plus petits os du corps humain, dans l'oreille. Ils sont si minuscules, et l'on se dit « Oh, ils ne sont pas importants ». Mais une fois qu'ils sont brisés,
Votre équilibre est perturbé. Your balance is disturbed. You understand? And so, Tu comprends? Alors, pensez que les Caraïbes n'ont pas d'importance simplement parce que nous sommes petits. Nous sommes comme l'étrier. Tu détruis cela et l'équilibre est rompu. Mais allons un peu plus loin, un tout petit peu plus loin. Toi et moi savons que l'abeille, tu sais, l'abeille est un animal minuscule. Pourtant, environ 33% de notre nourriture existe grâce à quelque chose qu'on appelle la pollinisation, dont ces tout petits animaux sont responsables. Si nous les détruisons, le système changera. Le grand Einstein, Albert Einstein, a un jour dit que si les humains disparaissaient de cette planète, il ne se passerait pas grand-chose. Mais si les abeilles disparaissaient, tout changerait, et ce serait la fin de l'homme. Tu vois, nous sommes le microcosme. Et que se passe-t-il à Cuba et dans nos Caraïbes? And what is happening to Cuba and to our Caribbean? Because up to now we've only spoken about Cuba. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons parlé que de Cuba. Que se passe-t-il dans notre Caraïbe? Vous savez, je ne me souviens plus de son nom, mais vous, oui. Il y avait ce prêtre allemand, Nordheimer, je crois. Je ne me souviens plus très bien. Mais il a dit, quand les fascistes sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Quand ils sont venus chercher les socialistes, je n'ai rien dit. Et quand ils sont venus chercher d'autres encore, je n'ai rien dit. Et quand ils sont venus pour moi, il ne restait plus personne pour dire quoi que ce soit. Vous voyez, il faut comprendre que oui, cette crise, car c'est bien d'une crise qu'il s'agit, la crise que traverse le monde en ce moment, a pour épicentre le détroit d'Ormuz. C'est le point d'étranglement, comme nous le savons, pour le pétrole et le sel. Mais ce n'est que l'épicentre. Dès qu'on laisse tomber quelque chose dans l'eau, cela se propage. Anything in the water, it spreads out. You understand? Bien sûr. Et les répercussions se font sentir partout dans le monde. L'ensemble de l'Amérique du Sud, peut-être à l'exception de l'Argentine, ne soutient pas ce qui se passe. Je veux dire, la Colombie ne soutient clairement pas ce qui se passe. Au Venezuela, les Américains ont en gros dû venir en avion, kidnapper le président et sa femme, et tuer un tas de gens en guise de démonstration de force, n'est-ce pas? Et ensuite, ils s'en vantaient, riaient, se pavanaient, du genre « Regardez comme nous sommes formidables, regardez ce que nous pouvons faire ». Et tout le corps de presse occidental réagit en gros « Nous sommes tellement surpris que cela arrive ». Mais regardez, Maduro est ici enchaîné et tout ça. Et vous savez, c'est encore un moment où cet Occident collectif montre vraiment son vrai visage, qu'au fond il reste satisfait lorsque la force l'emporte sur le droit, lorsque la puissance peut dominer le droit international. Et cela, bien sûr, est extrêmement préoccupant pour beaucoup de gens. Globalement, les choses sont différentes aujourd'hui par rapport à la manière dont elles fonctionnaient auparavant. Je veux dire, qu'en est-il des relations intercaribéennes et aussi inter-Sud-Sud, entre les Caraïbes et l'Amérique du Sud? Voyez-vous émerger davantage de coopération maintenant? Eh bien, oui, et je suis content que vous en soyez arrivé là. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec cet hégémon trop actif, vous savez, des initiatives comme l'ALBA, l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, des programmes comme Petrocaribe, où le Venezuela fournissait du pétrole, parce que, d'une manière générale, les Caraïbes manquent d'énergie. Nous avons maintenant découvert un peu plus de ressources au Guyana et ailleurs. Mais, globalement, cela reste limité. Et des choses comme Petrocaribe, les relations au sein de l'ALBA et la Banque de l'ALBA, qui apportaient un certain soutien à de nombreuses régions des Caraïbes, n'existent plus parce que l'hégémon a décidé « Non, 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 cela ne va pas marcher. Nous allons descendre au Venezuela et tout prendre. » Et ainsi de suite. Et donc, par conséquent, les Caraïbes en souffrent énormément. Nous avons différentes organisations. Les Caraïbes anglophones et Haïti ont ce qu'on appelle la CARICOM, la Communauté des Caraïbes. Nous avons aussi l'Association des États de la Caraïbe.
Il existe différents cercles d'interrelation. Mais le fait est que nous faisons tous face à une hégémonie qui a tendance à penser qu'il n'y a pas de limite à son pouvoir. Même si la Corée en 1915 l'a montré, même si le Vietnam l'a montré, même l'Afghanistan l'a montré, il y a une limite à tout cela. Vous comprenez? Mais dans leur boîte à outils, le seul outil qu'ils possèdent, ils n'ont pas la diplomatie, ils n'ont pas la morale internationale, ils n'ont pas le droit. Le seul outil qu'ils ont dans leur boîte, c'est la force. C'est de la violence. Tu comprends? Et c'est la seule chose que les Caraïbes n'ont pas dans leur arsenal. Nous avons tout le reste, tu comprends? Sauf la violence. Et à cause de cela, ce à quoi tu fais face maintenant, c'est une situation où tu as un groupe de personnes qu'on appelle les Caribéens, prêtes à utiliser la diplomatie, prêtes à invoquer la morale internationale, prêtes à recourir au droit international, tu comprends? Mais qui doivent affronter un hégémon qui ne comprend absolument rien à tout cela. Et malheureusement, cet hégémon ne recule pas non plus devant, enfin, encore une fois, l'usage de la force. Un blocus est un acte de guerre. Ce qui se passe à Cuba en ce moment est, selon le droit international, reconnu comme un acte de guerre. Les États-Unis sont intervenus à plusieurs reprises en Haïti et ont simplement fait sortir des présidents du pays. D'autres États vivent sous une menace constante. Mais en même temps, comme vous le dites à l'instant, les peuples des Caraïbes sont évidemment mécontents de cette situation. C'est, en somme, la seule chose que les États-Unis ne peuvent vraiment pas changer. Eh bien, la vérité, c'est qu'à Saint-Vincent, juste à côté de Saint-Vincent, il y a un endroit appelé Sainte-Lucie, n'est-ce pas? En espagnol, on dirait Santa Lucia, d'accord? Et en fait, c'est la seule nation sur la surface de la Terre qui porte le nom d'une femme, soit dit en passant, n'est-ce pas? Et les Américains sont simplement descendus et ont largué quelques bombes sur des bateaux de pêche. Et c'est tout. Comme vous le savez, ils ont bombardé les eaux des Caraïbes et plus d'une centaine de personnes sont mortes. Ce que vous avez maintenant, ce sont des pêcheurs qui ont peur de sortir pêcher parce qu'ils ne savent pas quand les Américains vont les bombarder et prétendre qu'ils font du trafic de drogue. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que cela fait à un endroit comme Saint-Vincent ou Sainte-Lucie? Cela freine sérieusement ce que nous appelons l'économie bleue. Tu comprends? Cela nuit gravement à notre sécurité alimentaire, car le poisson en fait partie. Mais au-delà de ça, tu sais, il y a très peu de pays dans le monde où la peine capitale, autrement dit, la condamnation à mort, est prononcée si l'on est reconnu coupable de trafic de drogue. Et nulle part dans les Amériques, à ma connaissance, et je suis juriste de formation, il n'existe de pays qui disent que si tu es coupable de trafic de drogue, tu seras pendu ou exécuté. Tu comprends? Ce que fait l'hégémon, c'est ceci. Tu vois un bateau naviguer là-bas sur l'eau, et tu ne sais pas de quel bateau il s'agit. Mais même si vous soupçonnez qu'il s'agit d'un bateau transportant de la drogue, ce que vous faites, c'est larguer une bombe sur ce bateau et tuer tout le monde. Ils n'ont pas été traduits en justice. Ils n'ont pas eu la possibilité de se défendre. Et vous n'avez absolument aucune preuve qu'ils se livrent au trafic de drogue. Mais même si vous aviez cette preuve, comme je viens de le dire, il n'existe aucun pays dans les Amériques qui dise que vous devriez être puni par la peine capitale, vous comprenez, pour avoir fait du commerce de drogue. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est ceci. L'hégémon enfreint absolument toutes les règles, vous comprenez, en matière de loi et d'ordre. Mais au-delà de cela, l'hégémon n'a absolument aucune compréhension de la morale internationale.
Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et pourtant, c'est malheureusement possible, parce que personne ne l'en empêche, ni de l'extérieur, ni de l'intérieur. Je veux dire, ces actes de violence devraient être ou sont illégaux, même selon la Constitution américaine. Et nous avons vu comment l'establishment politique américain a pu enfreindre ses propres lois. Je veux dire, le fait que Donald Trump ait simplement déclenché une guerre, enfin, un acte de guerre contre Cuba et une guerre cinétique totale contre l'Iran, est illégal selon la Constitution. Seul le Congrès, selon la Constitution américaine, devrait pouvoir faire cela. Et pourtant, ces gens règnent en toute impunité, et ils apportent ensuite toute cette mort et cette destruction aussi aux populations de... Alors la question est, comment les inciter à arrêter cela? Comment pouvons-nous parvenir à un point où leur propre système mettrait fin à ce genre de transgression? Eh bien, voyez-vous, vous êtes un professeur. C'est ce que vous êtes. Vous êtes un intellectuel, et donc vous êtes guidé par la raison et par le raisonnement. Vous êtes gouverné par la logique, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que vous êtes. C'est la nature de la personne que vous êtes, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque vous avez un pouvoir brut, un pouvoir écrasant, qui n'est pas éduqué par le savoir, qui n'est pas cultivé par la raison, honnêtement contenu par la décence, la moralité, l'humanité, qu'avez-vous? Qu'avez-vous? Réfléchissez à cela. Qu'est-ce que tu as? Tu vois? Et ce qu'il faut souligner, c'est ceci. Laisse-moi te dire, je veux dire, il y a tellement de choses dont on peut parler à propos des Caraïbes et de l'hégémon. L'une des choses que fait actuellement l'hégémon, c'est de renvoyer tous ces indésirables, ces criminels, et ainsi de suite, et de forcer les gouvernements caribéens à les garder. Tu comprends? Je pensais qu'ils les exportaient vers l'Amérique du Sud. Ils les exportent vers les Caraïbes? Oui. Oui, c'est ce qu'ils font maintenant. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cela va se retourner contre eux. Les Caraïbes n'ont pas les ressources nécessaires pour faire face à de tels criminels. Tu comprends? Ce sont des gens très technologiques. Tu en mets certains en Dominique, d'autres à Saint-Vincent, d'autres à la Barbade. Où que tu les mettes, ils vont se regrouper, tu comprends? Et les Caraïbes n'ont pas les moyens économiques de leur offrir l'argent et la richesse qu'ils recherchent. Alors ils vont s'unir. Et devine ce qu'ils feront? Ils retourneront directement en Amérique. Devine ce qui va se passer. Et l'Amérique ne comprend pas qu'il est dans son propre intérêt de s'assurer que ces gens ne soient pas envoyés dans les Caraïbes. Ce n'est pas nous qui disons que nous sommes l'arrière-cour de l'Amérique. Ce sont eux qui le disent, que c'est leur arrière-cour. Et vous savez, professeur, imaginez que vous ayez des ordures chez vous. D'accord? Des ordures, beaucoup d'ordures. Et vous savez ce que vous faites. Vous dites, je vais m'en débarrasser. Et vous les mettez juste dehors, dans votre arrière-cour. N'est-ce pas insensé et stupide? Ça l'est, insensé et stupide. Vous voyez donc, dans des circonstances ordinaires, une personne comme vous peut être amenée à la raison. Je suis sûr que vous avez lu La République de Platon, et son argument est que l'État devrait être gouverné par le roi philosophe. C'est son argument, l'argument fondamental. Des personnes comme vous peuvent être ce roi philosophe. Vous pouvez être amené à la raison. Mais lorsque le pouvoir n'est pas instruit, lorsqu'il n'est pas cultivé, lorsqu'il n'est pas contraint, que peut-on faire? C'est une question grave. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, vous ne voudriez pas que je sois le roi philosophe des Caraïbes, n'est-ce pas? Je veux dire, les habitants des Caraïbes savent mieux que quiconque ce qui est bon pour eux. Il devrait donc revenir à chacun d'avoir son mot à dire, une voix, un vote,
dans l'avenir de son pays. Mais si tous vos processus politiques, toutes vos économies, et ainsi de suite, sont constamment sapés et étranglés à mort, tout comme Cuba est en train d'être étranglé à mort, alors cet exercice n'a vraiment plus aucun sens. Donc la vraie question pour moi, c'est comment convaincre ou comment provoquer le changement, peut-être à l'intérieur de l'Occident, je veux dire l'Occident politique, comme l'appelle Richard Sakwa, qui inclut l'Europe, laquelle, à ce jour, encore aujourd'hui, et j'en discutais justement hier, n'a aucune compréhension politique, ni aucune intuition consciente de l'horreur, non seulement du colonialisme passé, mais aussi du colonialisme présent. Oui, ils pensent que le colonialisme est terminé, que c'était une affaire de communisme pendant la guerre froide, et que maintenant il ne s'agit plus que d'incitation économique, d'autocratie et de tout le reste. Ils ne voient pas que c'est toujours une question de colonialisme. Les gens de mon entourage en Suisse, aucune conscience de cela. Ils disent tous, le colonialisme c'est fini. Même les gens de gauche, même ceux qui penchent à gauche, pensent, oh non, au bout du compte, il faut faire quelque chose contre les régimes autocratiques. C'est un discours tellement stupide. Alors comment faire renaître cette prise de conscience de l'extrême nocivité de cette forme de domination d'un groupe sur un autre pour l'espèce humaine? Eh bien, vous voyez, le président Mao Zedong, qui a dirigé la révolution chinoise en 1949, a un jour déclaré que le pouvoir découle en fin de compte du canon d'un fusil. Eh bien, c'est une conclusion qui ne me plaît pas, car j'aimerais trouver un moyen pacifiste d'y parvenir. Ne pourrions-nous pas y arriver sans le canon d'un whisky? Non, j'ai dit cela pour en venir ici. En tant qu'étudiant des études sur la neutralité, j'ai appris que l'histoire m'a montré, et on peut remonter à 1949 si tu veux, que les hégémons de ce genre ne comprennent que la force supérieure. On ne peut pas les amener à la raison. Tu sais, la guerre du Vietnam a commencé après que la France n'a pas pu gérer le Vietnam. Alors elle l'a remis à l'Amérique. Et voilà. Les Américains n'ont arrêté que lorsque les sacs mortuaires ont commencé à revenir au pays. Quand ils sont revenus par milliers dans les sacs mortuaires, c'est là qu'ils ont arrêté. Ils se sont enfuis d'Afghanistan. Tu le sais ça? Ils ont laissé toute leur technologie de pointe et tout le reste, non? Et ils se sont enfuis. Les gens qu'ils étaient venus renverser sont toujours au pouvoir aujourd'hui. Et la même chose est en train de se produire en ce moment même, pendant que toi et moi parlons, en Irak. Tu comprends? Pendant que nous parlons, les Américains font leur bagage et quittent définitivement l'Irak. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est la même chose qui se prépare dans le détroit d'Ormuz. Israël et l'Amérique attaquant l'Iran. La seule chose qu'ils comprennent, c'est le pouvoir, la violence. Toi et moi pouvons nous asseoir ici et convenir raisonnablement que ou alors, acceptons de ne pas être d'accord de manière raisonnable, tu comprends? Il n'y a pas de raison dans un tel hégémon. Il n'y a aucune compréhension de la justice, aucune compréhension de la moralité, aucune compréhension du bien et du mal. Il n'y a qu'une seule compréhension, celle de mon pouvoir. Tu sais que... Il doit y avoir un problème avec le système, car l'Amérique, les États-Unis, possèdent des universités fantastiques, des penseurs remarquables, Jeffrey Sachs, John Mearsheimer, et ainsi de suite. Tant de personnes bonnes et bienveillantes. Mais, une fois que le système se met en marche, une fois qu'il s'intègre sur lui-même, il produit guerre après guerre après guerre, malgré la présence de nombreuses bonnes personnes. Donc d'une certaine manière, il faut que cela change. Eh bien, je réfute l'idée que les gens sont mauvais. C'est ce que le système produit.
people are bad. It's what the system produces. I do not want to be Je ne veux pas être abstrait dans cette discussion. Je veux être concret, parce qu'il y a des Vincentiens, des Cubains, des Jamaïcains qui souffrent en ce moment même. Donc, je veux être concret. Cependant, je suis sûr que vous avez peut-être lu les thèses sur Feuerbach de Karl Marx. Et dans la dernière de ces 11 thèses, il a dit « Je n'ai vraiment rien fait de spécial. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Le défi, c'est de le transformer. » Oui. Tu comprends? Le défi, c'est de le changer. Et donc, ce que tu me demandes, c'est s'il existe une formule pour le changer. Il y a un moyen de le changer. Et pour être honnête avec toi, tout ce que j'ai vu au fil du temps, la seule chose qui a fait plier l'Amérique, l'Europe et les autres, c'est lorsqu'ils rencontrent une force égale ou supérieure à la leur. L'histoire me l'a montré. Je serais un imbécile d'ignorer ce que des centaines d'années d'histoire m'ont appris. C'est vrai. Et l'idée que nous puissions amener ces gens à la raison, je n'y crois pas. En réalité, je n'ai aucune foi dans l'esprit scientifique. Soit je sais, soit je ne sais pas. Et ce que je ne sais pas, j'ai besoin de le savoir. J'essaye de découvrir, mais je n'ai absolument aucune conviction. Donc, ce que je pense, c'est ceci. De nouvelles structures. C'est ma compréhension, bien que je puisse me tromper complètement. Mais je vous dis ce que je comprends. De nouvelles structures sont en train de se mettre en place et créeront un contrepoids à cette force. Vous connaissez les BRICS et ce que cela signifie. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous savez par exemple que l'Iran a déclaré « Très bien, ceux d'entre vous qui veulent utiliser cette puissance pour l'instant, ceux à qui nous allons permettre de l'utiliser, devront payer leur pétrole non pas en dollars américains, mais en yuan. » Donc tu sais cela, d'accord? Tu sais avec certitude qu'en ce moment même, alors que nous parlons, des mouvements sociaux à travers le monde, y compris ton propre podcast et d'autres, rassemblent du soutien partout sur la planète pour dire « Regardez, ce que vous avez en Israël, c'est un État terroriste. » Tu comprends? C'est un État terroriste. Et ce terrorisme doit cesser. Tu comprends? Ce terrorisme doit cesser. Je suis sûr que tu en es conscient. Très sûr que tu en es conscient. Qu'il y a 2 ou 3 ans, la force que nous voyons aujourd'hui, exigeant que ce comportement cesse, est bien plus grande qu'elle ne l'était il y a 5 ans. C'est un fait. Tu sais, c'est ça l'espoir. C'est ce que je pense. Et c'est pour ça que je suis ici à te parler. Parce que je ne suis qu'une voix de plus qui s'ajoute à tout cela et qui dit que c'est la voie à suivre. Parce que nous n'avons pas la force. Mais des gens comme toi et moi, même si nous avions la force, nous ne voudrions pas vraiment l'utiliser. Parce que nous savons que personne ne gagne une guerre, tu comprends. Mais en tant que diplomate formé, l'une des premières choses que j'ai apprises en diplomatie, c'est qu'il arrive un moment où il faut se passer de diplomatie. C'est pour cela que les pays font la guerre. L'Iran n'a pas le choix, et je pense que tu serais d'accord avec moi là-dessus. Tu n'as tout simplement pas le choix. Je déteste l'idée de la violence organisée. Mais tu as raison de dire que ignorer les leçons du passé n'est que le chemin des insensés, n'est-ce pas? La résistance armée est un droit, même selon les Nations Unies, contre le colonialisme. Et c'est un droit pour une raison. Cette raison, c'est que les peuples du Sud global ont réussi à dire aux peuples du Nord « Regardez, nous avons le droit de lutter pour notre indépendance. » Et ils ont dû le reconnaître. Le fait que cela revienne sans cesse sur le devant de la scène est en réalité un signe d'espoir. Je dois encore espérer qu'il soit possible, à un moment donné, de se fédérer, de s'allier avec les populations opprimées et réprimées à l'intérieur des États-Unis,
car elles se comptent par dizaines de millions, les pauvres et les marginalisés, qui viennent eux aussi d'horizons très similaires. À la Nouvelle-Orléans, dans tout le Sud, tu sais, il y a de l'espoir dans la réforme, une réforme venant de l'intérieur de l'hégémon, afin de faire de cet hégémon un pays normal, un pays qui interagirait avec Saint-Vincent comme Saint-Vincent interagit avec la Barbade et avec Cuba. Je veux dire, ce serait ça l'objectif, non? Ouais. That would be the goal, right? Yeah. Well, I must say that Eh bien, je dois dire que j'admire ton espoir. Tu me fais penser à Martin Luther King Jr., qui était un homme très plein d'espérance, tu sais. Il y a deux choses, bien que je pourrais en citer beaucoup d'autres, auxquelles je reviens toujours. Dans son célèbre discours lors de la marche sur Washington, il a dit qu'il rêvait d'un jour vivre dans une société où ses 4 petits-enfants seraient jugés non pas sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Il a aussi dit un jour que l'arc de l'univers moral est long, mais qu'il penche vers la justice. Tu vois? Et ces choses-là te donnent de l'espoir. Those things give you hope. One of his greatest books is called something called Strength to Love. L'un de ses plus grands livres s'intitule La force d'aimer. Quand je l'ai lu, j'étais un garçon de 16 ou 17 ans, un enfant en réalité. Vous voyez? Et ce qu'on y voyait, c'était l'espoir. L'espoir. Il y avait un homme appelé Chico Mendes, Chico Alvarez Mons. Il était brésilien, un seigneur d'EVA. Vous savez, on va vers les arbres à caoutchouc, on incise l'écorce, on recueille le latex, et ainsi de suite. Et il a été assassiné, finalement assassiné, par ceux qui voulaient la terre. Mais avant de mourir, il a dit ceci. Quand j'ai commencé ce combat, je pensais que j'essayais de sauver mon travail, parce que c'était son travail. Tu sais, Et puis j'ai pensé que j'essayais de sauver ma communauté. Et puis j'ai pensé que j'essayais de sauver l'Amazonie. Et maintenant je sais. J'essaie de sauver le monde. J'essaie de sauver l'humanité. Quoi? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Vous voyez, le problème ici, c'est ce que j'essaye de dire depuis le début. Le problème ici, ce ne sont pas les peuples colonisés ou les peuples du Sud et la mesure dans laquelle nous souffrons, etc. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est que tant que nous n'en serons pas arrivés à ce qu'on appelle notre humanité commune, que vous soyez suisse, barbadien ou vincentien, ce monde nous appartient à tous. Tant que nous n'aurons pas compris que ce qui se trouve devant nous maintenant, ce n'est pas seulement sauver la vie sur cette planète, mais sauver la vie de la planète elle-même. oui, Parce que nous sommes plus proches que jamais d'une guerre nucléaire. oui, nous le sommes. Oui, nous comprenons. Et je suis sûr que si le Conseil des scientifiques atomiques devait régler l'horloge de l'apocalypse, il la fixerait probablement maintenant à 15 secondes de minuit. Donc, tant que nous n'en sommes pas là, il ne s'agit pas seulement du tiers-monde, des Caraïbes ou de Cuba. C'est une question de notre humanité commune. Nous ne débattons pas simplement de la sauvegarde de la vie sur la planète. La question, c'est de sauver la vie de la planète. Oui, Et nous n'en sommes pas encore arrivés à cette compréhension. No, we haven't. And a large part of the problem is non, nous ne l'avons pas fait. Et une grande partie du problème vient du fait qu'il y a des gens qui pensent vivre dans un jardin. Joseph Borrell l'a littéralement dit. Et les gens du jardin ne comprennent pas que le jardin n'est en réalité que la cour intérieure d'un asile de fous. Et d'une certaine manière, nous devons apprendre aux fous à s'intégrer dans le grand jardin. Oui. Donc, comment le faire? La méthode, la manière d'y parvenir, c'est la grande question. Mais c'est quelque chose que nous pouvons essayer de comprendre ensemble par la réflexion collective. Alors, je vous remercie. Je vous remercie pour cet exercice de réflexion collective. Dr. Brian Cox, où les gens peuvent-ils aller s'ils veulent lire davantage de vos travaux? Where should people go who would like to read more from you? Well, actually,
Eh bien, en fait, contrairement à toi et aux autres, je ne fais pas de podcast ni rien de ce genre, mais je suis écrivain. J'écris des livres. Donc, tu peux toujours aller sur Google, taper mon nom, Richard Byron Cox Books, et tu verras une partie de mon travail. En ce moment, j'écris surtout de la littérature et de la philosophie. Mais non, je ne fais pas de podcast ni de choses de ce genre. Je pense que tu sais, je suis né à la Barbade, comme je l'ai dit. C'est quelque chose que j'ai appris. Je ne sais pas si tu t'es déjà renseigné sur la Barbade. C'est une île remarquablement bien organisée, très très bien organisée. Et les Barbadiens ont toujours cru qu'ils ne pouvaient pas être une île de prospérité dans un océan de désespoir. C'est absurde. Et j'ai essayé d'expliquer cela aux Belges, mais ils n'écoutent pas. On ne peut pas bâtir une île de prospérité dans un océan de désespoir. Il y a donc ces Européens qui croient que nous faisons partie du milliard doré et que nous pouvons plonger le reste de la planète dans la misère pendant que nous marchons sur des rues pavées d'or. C'est une poursuite insensée et absurde, une illusion à laquelle on court sans jamais l'atteindre. Vous feriez bien d'y croire, car c'est réel, et le temps l'a prouvé. Ma tâche consiste donc essentiellement à faire ce que je fais maintenant. Et je tiens vraiment à vous remercier au nom du peuple cubain, au nom des peuples des Caraïbes, au nom de Saint-Vincent et de la Barbade, et au nom de l'humanité de m'avoir accueilli. Merci beaucoup, Richard. Nous te réinviterons et nous poursuivrons cette discussion, car au fond, je suis convaincu que nous finirons par trouver une solution. Nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur cette planète. Il n'est pas possible que nous ne puissions pas, collectivement, comprendre comment arrêter de nous tuer, de nous violer et de nous assassiner sans cesse. Nous y arriverons. Cela prendra peut-être simplement un peu plus de temps. Richard Byron Cox, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici. Merci. Thank you.